D12. D12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Dimanche 7 avril 2019, c'est la journée mondiale de la santé. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Un bon appétit est signe de santé, dit l'adage. Si vous êtes à table ce midi et que vous avez de l'appétit, vous êtes sans doute en bonne santé. Mais il est certain qu'en ce temps de canicule à Lomé, de nombreux ménages du Togo n'ont plus de l'appétit et donc malades. Ce dimanche, l'Organisation mondiale de la santé rappelle au monde son premier objectif, à savoir la couverture santé universelle. Il s'agit de permettre aux populations d'avoir accès partout aux soins de santé. Où vous soignez-vous? Voilà la principale question. Au CHU Tocoin ou au campus de Lomé, au CMS du village ou dans la boutique au coin de la rue. Depuis le début de cette année, avec le lancement des travaux de l'hôpital Saint-Pédégrin et surtout l'apparition au grand jour du PND, un air d'espoir semble souffler sur le Togo. Vendredi, le Togo a même inauguré le PND Tour en attendant la semaine prochaine le Tour cycliste du Togo. C'est Kévier qui a accueilli les caravaniers. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle initiative? En vérité, sommes-nous en face d'une pagaille, comme l'a mentionné le député Djeritama? Dans un pays où on a longtemps chanté, où on a dansé, le folklore ne se révèle-t-il pas comme le meilleur cadre pour faire connaître ce programme? Pour la réussite du PND, le gouvernement togolais a pris divers engagements. Au plan politique, Lomé s'est engagé à assurer un climat politique serein. Le gouvernement de Fogna Singbe tiendra-t-il parole? À la calmine des législatives viennent poindre les premières déflagrations. Des gaz lacrymogènes ont refait leur grand retour à Lomé ce samedi dans les périmètres du stade municipal de Lomé. Le MMLK et des supporters des éperviers du Togo manifestaient leur colère contre Claude Leroy. Le sorcier blanc n'a-t-il pas finalement oublié ses formules magiques contre le roi? Les Togolais voulaient dans un premier temps organiser une marche. Elle a été interdite. Une marche phobie, ce serait-elle invitée au Togo? Samedi 13 avril prochain, c'est le PNP qui entend manifester dans plusieurs villes du pays. Les organisateurs ont-ils trouvé les antidotes pour convaincre le ministre Payadoa Boupessi? Le ministre de l'administration territoriale s'active. Il s'active pour l'organisation des élections locales. Ces élections se feront-elles en même temps que les réformes politiques? À la rentrée parlementaire, la limitation du mandat présidentiel, le scrutin à 2 tours, pour ne citer que ces 2 points, ont recouvré une nouvelle vie. C'est justement un député de la République qui est notre invité du jour, le député Agbeome Kodjo, également ancien Premier ministre et président du parti politique MPDD. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Le technicien du jour, c'est Romaric Freitas. Agbeome Kodjo, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Très bien, j'ai dû parcourir quelques centaines de kilomètres pour répondre à votre rendez-vous. Parce que ce week-end, nous avons une réunion de la francophonie économique à Cotonou, dont je me suis rendu, mais comme ça fait longtemps que nous-mêmes, comment je dirais, sevrés, si vous voulez, donc, de la communication médiatique, je dis non, il faut quand même répondre donc, à ce rendez-vous, forcément attendu donc par beaucoup de vos auditeurs. L'essentiel, c'est d'être là. Il y a une question que tout le monde se pose et beaucoup de Togolais se posent depuis quelque temps. Est-ce que vous avez recommencé par travailler au port autonome de Lomé? Pourquoi? C'est une question qui revient dans les débats. Je crois quand même que... Non, je l'avais déjà dit chez votre confrère de Taxi FM que je ne peux plus être directeur général du port autonome de Lomé. Pour autant, si on choisit quelqu'un de compétent ou on me demande de proposer, je ferai des propositions parce que le mal du port autonome de Lomé, nous avons pris le temps de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, parce que à la faveur d'une rencontre d'un cadre qui avait travaillé déjà avec moi au port autonome de Lomé, je l'ai interpellé en disant, toi là, au cadre, tu es là, et vous êtes incapable de faire tourner la machine pour du moins assurer le paiement régulier des gens. Il m'a dit 2 ou 3 mots.
Et j'ai compris de toute façon où se trouve le mal du port autonome de Lomé. Où se trouve justement ce mal? C'est pas ici que je le révélerai. Mais est-il quand même que je connais le mal. Et je dis, la thérapie est simple. Quelle est cette thérapie Non, c'est une question de volonté politique. Le président de la République demain décide, écoute, je t'envoie en mission où je signe un contrat avec toi pour 3 mois. Essaie donc de trouver cette thérapie et de relancer cette machine. D'ailleurs, de tout temps, il a intérêt à le faire parce qu'en fait, quand nous allons parler de PND, tout à l'heure, vous allez comprendre que l'efficacité du port autonome de Lomé est un élément également qui participe, en tout cas, à faire de Lomé, le premier axe, à faire de Lomé le hub de référence, le hub international, un centre d'affaires. Donc, je pense que par rapport à ça, nous verrons, parce qu'on va parler du PND tout à l'heure, nous verrons si la volonté politique accompagne de toute façon les déclarations de tout temps que nous entendons. Quand on parle du port autonome de Lomé, beaucoup disent que c'est infecté. Malheureusement, vous n'avez pas voulu nous dire ce que vous savez à propos de cette infection-là. Mais si le port est laissé en l'état, est-ce que ce n'est pas une grande perte pour notre pays? Je crois que nous avons des premiers responsables. Il y a un ministre des Transports, il y a un chef de l'État. Il leur revient, donc je dis, d'autorité, de mettre fin de toute façon au désordre parce qu'il y a plusieurs centres de décision qui se neutralisent et qui rendent inefficace l'action du port autonome de Lomé. Du port autonome de Lomé, ce qui concerne le PND par exemple, il est prévu, ou si mes informations sont bonnes, qu'une ligne de chemin de fer parte du port autonome de Lomé jusqu'au Burkina Faso par exemple. Est-ce que c'est réaliste ou pas? C'est très réaliste. Parce que moi, je ne trahirai pas, du moins c'est un secret de conversation, du moins avec le chef de l'État, lorsque le terminal conteneur de Bouloré avait été inauguré, j'avais suggéré qu'on puisse explorer la possibilité de mettre un chemin de fer, donc de Lomé à Saint-Cassé. Vérifier, faire l'état des lieux, vérifier si de Lomé à Blita, si c'est encore solide, prolonger cela. Ça ferait gagner énormément d'argent au port autonome de Lomé. Je ne dirais pas que je n'ai pas été entendu, mais en fait, de tout temps, je n'ai pas eu l'impression de ce que cette proposition donc méritait. Mais est-il quand même que, tôt ou tard, nous le ferons mieux. Nous proposerons également de tout temps qu'on puisse construire un TER, train express régional, que Macky Sall a fait au Sénégal. Si vous le mettez de toute façon, vous créez du moins un TER, ça va coûter, mais on peut le faire en 10 ans. Entre, Saint-Cassé et Lomé, nous allons doper l'activité économique énormément. Ça veut dire que donc je quitte ici à 18h, à 21h au plus tard, donc je suis de moins à Dapan. Ce que je vais faire, je fais. Mais ça dit qu'il faut voir loin. Il faut voir loin, il ne faut pas de moins gouverner de moins à court terme. Non, il faut se projeter. Et je dis, dans une dizaine d'années, nous pouvons donc espérer que notre jeunesse aura un TER de toute façon pour relier Saint-Cassé de Moussa Lomé. Et donc, le chemin de fer dont vous avez parlé, c'est un élément dont nous avons besoin tout de suite pour le transfert des conteneurs de Moussa sur la plateforme, donc à Saint-Cassé. Si nous le faisons, Ouagadougou ici donc deviendra 600 km. C'est-à-dire que Lomé, Saint-Cassé, c'est 600 km, on élimine, donc c'est de Saint-Cassé à Ouaga, 600 km, nous aurons réussi à faire polariser donc beaucoup de trafic donc, sur le port autonome de Lomé, qui a les moyens aujourd'hui de gérer tous ces trafics. On parle beaucoup économie en début de cette émission. D'ailleurs, c'est la situation de beaucoup de Togolais. Depuis quelques temps, on parle beaucoup économie grâce au projet PND. Le PND, c'est le Programme national de développement. Ce programme-là, quand on écoute les acteurs politiques intervenus là-dessus, notamment ceux des milieux opposés au pouvoir en place, ils n'y croient pas trop. Est-ce que c'est également votre cas? En fait, le PND, je crois, couvre une période de 5 ans. Tout régime qui arrive à un programme, si demain on ouvre la campagne et que je voulais me présenter au suffrage des Togolais, j'aligne un programme. Si je gagne, je mets en œuvre ce programme. Et donc, le PND, je considère que, donc, s'il n'y a pas eu de moins cette invention, cette trouvaille-là, le gouverneur de Foy Nyasigwe n'a pas d'autre programme, puisqu'il est élu sur un programme. Et donc, ce que je voulais dire, la Côte d'Ivoire, là, le PND en Côte d'Ivoire, c'est 30 000 milliards
de francs CFA. Au Bénin, là, programme d'action du gouvernement, 9 000 milliards. Plus le PND même, 10 000 milliards. Au Burkina, là, c'est 17 000 milliards. Togo, 4 622 milliards. Pour autant, tous ces pays que j'ai cités là n'ont pas fait de toute façon, n'ont pas folklorisé, si vous voulez, ce projet. Je ne sais pas, ça dit que le fait d'aller à l'intérieur du pays, faire tout ce que vous dites là, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Écoutez-moi bien, il faut chercher le financement. Vous nous dites que le financement, c'est 2 tiers, secteur privé, 1 tiers, du moins, comment je dirais, 1 tiers gouvernement. Mais tout ce que nous pouvons faire pour mobiliser les ressources, pour décliner le contenu du PND, c'est ça qui me semble important. Mais maintenant, dire qu'on va circuler dans 19 localités, faire ceci, je dis, pour moi, les conseillers peut-être qui entourent, dont le président Faure, sont en train de lui raconter des histoires. Et que ce que je dis, bon, je suis un homme averti, ce qu'on fait là, je dis, ce n'est pas ça. En tout cas, le tout là, à moins que ça cache un autre projet. Et je répète, je dis, je vous ai cité la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas fait tout. C'est 30 000 milliards. La mobilisation, je crois que c'est ça le plus important. Comment vous mobilisez? Sur les 4 622 milliards, combien on a mobilisé du côté du secteur privé? Quand Macky Sall est parti donc à Paris pour mobiliser, on a mobilisé 3 fois, 4 fois le monde. Que nous avons des problèmes internes, adhérer à cela. Pourquoi soit un mobilisateur du monde pour Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait avec le PND? Ici, c'est ce qui... Les voix dissonantes de toute façon dont vous avez parlé donc, oui, dans votre tribune d'introduction. Mais moi, je ne vois pas le PND comme ça. Non, vous pensez à une certaine unanimité autour du PND? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non, je ne pense pas. Je dis, un gouvernement doit avoir un projet. Un projet du gouvernement, un projet du président Faure pour peut-être réaliser un certain nombre de promesses de toute façon qu'il a tenues et qui n'ont pas de toute façon vu le jour. Donc le PND constitue pour moi un adjuvant d'avancer. Mais je dis, extrêmement ambitieux. Je dis, c'est extrêmement ambitieux parce que mobiliser pour le temps, là, 4 600, c'est difficile. Mais maintenant, si vous folklorisez, donc si c'est pour se balader et générer d'autres frais, alors que nous avons besoin de ces sous-là pour faire face à un certain nombre de défis, peut-être que je témoignerai audience, allez, pour lui dire que tel que c'est fait là, c'est mal engagé. Faure n'est pas en campagne en ce moment. De toute façon, je crois que les hommes avisés dans le pays pensent que le président veut utiliser donc le PND pour engager de manière prématurée de campagne pour la prochaine élection présidentielle. C'est votre sentiment aussi? Les politiciens doivent aussi du moins savoir cette lecture-là. Il y a plusieurs lectures et de toute façon, je ne les capte pas de ma grille de lecture. Le PND entend refonder de manière structurelle l'économie. On a des problèmes, notamment de corruption en ce qui concerne notre économie. Est-ce que vous pensez soutenir et pour lequel il faudrait éventuellement se battre? Vous savez, le PND, sans une lutte efficace contre la corruption, ne marchera pas. Je crois que, je ne sais pas si c'est avec un de vos confrères, la corruption coûte chaque année à l'économie mondiale 3 000 milliards de dollars. Il nous faut moins de 7% de ce montant pour vaincre le paludisme, vaincre la malnutrition, remettre tous les jeunes scolarisés, du moins dans les circuits scolaires aujourd'hui, et également éclairer tous les coins les plus éloignés de la planète. On ne peut pas vouloir faire, du moins, comment je dirais, une croissance durable qui produise de l'emploi et laisser de toute façon la corruption se développer. Je crois quand même que, bon, c'est devenu un sujet tabou. On ne veut pas l'évoquer, du moins dans les cercles officiels. On n'aime pas la barbouille. Mais je considère pour ce pays que nous devons de toute façon en faire un combat prioritaire si nous voulons la réussite de nos projets. Votre collègue Thierry Tama parlait en ce qui concerne le PND tout qui a été lancé vendredi. Il parlait de pagaille. Il dit qu'il faudrait arrêter
cette pagaille. Vous avez ajouté qu'on ne peut pas développer ou faire promouvoir ce programme dans ce folklore que vous êtes en train de constater. Est-ce que c'est véritablement un folklore? Si on sait très bien que dans notre pays, il n'y a pas très longtemps, on a beaucoup dansé, il n'y a pas très longtemps, on a beaucoup chanté. Est-ce que ce n'est pas aussi le lieu pour faire la promotion d'un tel programme? C'est-à-dire, en fait, le peuple togolais veut quoi? Veut son épanouissement, veut son bonheur, veut son progrès. Les gens veulent être fiers de leur pays. On est élu pour offrir cette attente aux populations. Vous avez dit aujourd'hui que c'est la journée mondiale de la santé. La santé commence par une alimentation saine. Un habitat social dans un environnement sain. Si vous mangez bien et que vous êtes mal logé, je crois quand même que, bon, je lisais dans les dépêches là, de République of Togo, que une partie du Togo est dans les marécages, que les gens continuent donc d'acheter donc dans les zones marécageuses et tout cela. Moi je dis, il faut donner à manger aux gens. Il faut créer un environnement sain. Donc, beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui que c'est difficilement qu'ils arrivent à assumer un repas par jour. Je crois que ce défi-là, cherchons à le relever avant d'en créer d'autres. Et puis, si nous considérons que tout ce que Dieu fait est bon, ou tout ce qu'il a fait est bon, il nous a créé un estomac. Pour faire quoi? C'est pour mettre de la nourriture dedans, pour produire de l'énergie qui nous permet de réfléchir, de bouger. Et quand les apôtres ont demandé à Jésus donc de leur enseigner une prière, dans la prière que Jésus a enseignée, il dit que donne-nous notre pain de chaque jour. Autrement dit, la prière du moins que les Togolais doivent formuler, du moins mais que le président de la République est fort. Donne aux Togolais leur pain de chaque jour. Comme ça, tu es en harmonie avec ton Dieu. Et donc, tout ce qu'on dit, la santé publique, ça commence par une alimentation saine, un habitat social correct, dans un environnement sain. Et donc, moi, tout ça, les gens n'arrivent pas à manger. Les gens, de toute façon, ont des récriminations qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Que ça ne marche pas, que nous souffrons, qu'il y a des injustices sociales. Les gens le disent, mais tu ne peux pas le dire fort. Mais les gens le disent. Et dans le quotidien, nous l'observons. Mais de quel droit, du moins, quelqu'un peut se lever pour dire que, toi, tu as quel droit, je ne te le donne pas, ou je veux rentrer pour voir ma famille. Non, non, tu ne peux pas rentrer. De quel droit? Moi, allons-y. Non, vous parlez là de... Non, une seconde, je parle de moi-même d'abord. Je parle de moi-même d'abord. Oui, allez-y. De moi-même d'abord. Je réclamais de tout temps des réformes. Je réclamais des réformes dans ce pays. C'est le droit de réclamer des réformes. J'ai une vision avec des gens. Pour ce pays, nous pouvons le développer. Et Dieu sait, sur tout le parcours, eh bien, vous savez, j'étais à l'Assemblée nationale la dernière fois. Et ça, les Togolais ne savent pas. Et dans les échanges avec un ancien président de l'Assemblée nationale, il me dit, Kodjo, ceci là, c'est ton projet. J'ai dit, oui, je sais. Et il dit, toi, tu as lancé le projet. Nachaba, continuez. J'ai fini ce projet-là. Comment je dis, Dramani est venu inaugurer. Qui sait parmi vous aujourd'hui que les 14 mois que j'ai passé à l'Assemblée nationale m'ont permis, 14 mois, m'ont permis d'imaginer qu'il faut sortir le Parlement, donc du hangar, donc du palais des congrès, et lui donner un visage. C'est là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux que ton pays avance, tu bouges. En une minute, je dis, le palais présidentiel qui était là, qui est là, c'est la primature que je considère. Je suis arrivé, j'ai fait 22 mois de primature, c'est la primature. J'ai demandé, les Chinois m'ont donné 1,5 milliard. J'ai demandé à Raymond Farah de me faire le plan. Il a fait le plan, premier niveau, tous les services de la primature, deuxième niveau, cabinet du premier ministre, troisième niveau, les appartements du premier ministre. Le président il y a 2 mois m'a appelé, on transforme ça en palais présidentiel. Et je te donne l'ancien palais donc de la Marina comme lieu de travail comme primature. Dans quel pays vous avez eu 2 primatures? Je veux dire, les Togolais sont disposés à utiliser leur imagination créatrice pour faire avancer ce pays. Il faut leur donner les moyens.
Il faut le faire confiance. Est-ce que c'est pas ce que le chef de l'État actuel, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'il est en train de faire? C'est-à-dire être ambitieux pour son pays. Oui, c'est pour bien. que les générations futures puissent profiter des expertises qu'il porte. Non, il n'y a aucun problème. Pour le moment, de toute façon, nous ne disons pas qu'il n'est pas ambitieux. Mais là, si vous avez un projet, si c'est par rapport au PND, je dis le PND, du moins dans sa conception, je soutiens. Mais dans sa déclinaison, je crois que du moins, il y a des choses à Sur revoir. le timing, par rapport au PND, le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, il est là depuis 2005. C'est maintenant qu'on découvre. Oui, ça aussi. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions sur le timing? Non, je vais te dire, c'est pas qu'on veut. C'est en fait parfois donc, c'est comme un phénomène de mode. Sénégal émergent, Côte d'Ivoire émergent, Burkina émergent. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, il y a une mode. Il y a un mode qui arrive, on demande à tout le monde. Non, il y a une mode. La mode arrive, on demande à tout le monde. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que je trouve un peu regrettable que le PND, version togolaise, soit arrivé un peu tard. C'est-à-dire que si au lendemain de 2005, donc on sortait le PND et que donc on associe dans sa conception tous les segments de la société. Parce qu'en fait, j'ai fait la remarque à un ministre important du gouvernement qui se trouvait être un ami, que comment vous pouvez concevoir le PND, vouloir le décliner. Et des personnages comme nous. Je suis économiste, gestionnaire de formation. J'ai une petite vue donc de l'économie togolaise. J'ai une petite expérience du pays. Comment vous pouvez nous faire un truc comme ça sans nous consulter? Bon, et là, pousser la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas donner le nom, mais ça veut dire qu'en fait, si moi je lis le PND, on m'associe, le ressenti que j'ai, je l'exprime. Mais vous ne pouvez pas vouloir faire le plaisir de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, sans son consentement, sans lui demander. Est-ce que c'est ça qu'il te faut? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas été consulté. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter pour la réussite de ce programme? Ben, si je suis associé, moi aussi j'ai un réseau de relations sur le plan international que je peux me mobiliser pour leur dire, en fait, que les axes stratégiques définis donc, par notre PND épousent les objectifs du développement durable et que d'ici 2030, nous voulons vaincre la faim. D'ici 2030, nous voulons de toute façon l'égalité du genre. D'ici 2030, avec la digitalisation de l'économie aujourd'hui, nous voudrions que les différents déserts, par exemple médicaux, sociaux, que nous puissions de toute façon couvrir tous ces déserts-là. Pour la réussite de ce programme, le gouvernement togolais s'est engagé notamment pour un climat politique apaisé au Togo. On connaît l'histoire récente de notre pays. Est-ce que c'est une garantie suffisante pour la réussite de ce programme? Mais c'est évident, parce que la réussite du programme repose sur l'engagement des partenaires extérieurs, des investisseurs étrangers, à proportion de 2/3. Si vous commencez pas à faire la pagaille dedans, mais qui va vouloir du moins investir dans un pays à risque? Si vous avez commencé donc pas à lancer les gaz lacrymogènes, pour des revendications tout aussi simples, parce qu'en fait le football mobilise. Le football, parce que nous sommes tous déçus que du moins les éperviers ne puissent pas franchir du moins cette rencontre-là avec le Bénin. C'est quoi, eux, c'est quoi, les écureuils? Les écureuils. Avec les écureuils, pour pouvoir donc redonner un peu de joie du moins aux Togolais. Nous avons vu le Nigérien là, comment il s'appelle? Keshi, c'est ça? Stéphane Keshi, en fait. Oui, oui. Keshi, oui. Le défunt. Oui, le défunt personnel qui nous a fait rêver. Oui, mondial. Mais quand tu vois tout ça, Keshi là, c'est à côté, hein, on mange de moi à Mio et puis bah, tout ça. Mais il a réussi ça. Nous tous, nous avons fondé notre espoir sur du moins le sorcier blanc, qu'il allait nous sortir de là. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, c'est normal que les jeunes de tous on disent que si lui-même n'a pas du moins la dignité d'aller remettre du moins sa démission, que nous manifestons que nous ne voulons plus de lui. Et ça, c'est humain. Maintenant qu'on canalise, qu'on leur explique que non, il y a eu tel facteur qui n'a pas été pour nous, on va arranger les choses, mais on ne répond pas. Je dis on ne répond pas, pas de gaz lacrymogène. Parce que depuis l'Antiquité, au lieu d'utiliser des gaz lacrymogènes, allons chercher du maïs, achetons du maïs, achetons du haricot, achetons du folion, plantons cela, nous allons vaincre la faim plutôt que du monde d'acheter du monde de grenades. On me dit que vous avez été touché par ce qui s'est passé hier. Tu sais, j'ai été
un petit joueur de village. Je suis gaucher. Vous jouez à quel poste? À quel poste? Attaquant. Donc, et je marquais. Donc, après, ça m'a marqué. Comme mon père me frappait que l'histoire de football à lui n'est pas dedans, il faut aller à l'école. Bon. Et puis après, j'ai été trésorier de la Fédération togolaise de football. Et après, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il n'y a pas longtemps, parce que de tout temps, je crois que de mon sommet, oui, on s'amuse, on est dispersé, on n'est pas concentré. J'ai invité tous les Togolais, la jeunesse togolaise, à aller droit au but. Non droit au but, nous voulons un Togo de me développer. Un Togo efficace, un Togo fier. Un Togo de toute façon, bon, dont on parle dans le monde, que de toute façon c'est un modèle. Voilà, droit au but, parce qu'il y a trop de palabres, il y a trop de querelles. Je dis, pourquoi on fait ça? Pourquoi des petits pays ou qui n'ont pas la même tradition footballistique que nous viennent nous battre? Je dis non. Voilà. Mais il faut repenser la situation. Ce n'est pas une question de sorcier blanc. Le sorcier blanc, du moins, il a fait son temps. Est-ce qu'il demeure encore un sorcier? Je crois quand même qu'il a perdu sa formule magique. Beaucoup ont demandé sa démission. J'ai des acteurs politiques. Oui, je vais vous le demander clairement. Et est-ce que vous vous associez à cette demande? Droit dans les yeux. Et du moins, en interpellant même la conscience donc, des choses de notre ami Claude Leroy. Je crois qu'il est temps de partir. Cette semaine, vous avez fait la rentrée au niveau du Parlement et beaucoup étaient là à cette assemblée. Mais vous, personnellement, quand on regarde un peu l'histoire du Togo, vous avez été député déjà autour des années 2000, n'est-ce pas? 1999. 99-2000. Député et président de l'Assemblée nationale. Oui, vous êtes retourné à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous vous sentez là? Parce qu'il y a beaucoup qui sont jeunes et qui découvrent cet hémicycle, ce beau palais. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, personnellement? D'abord, je voulais faire remarquer que je ne suis pas le doyen d'âge. Je le sais. Si j'étais le doyen d'âge, peut-être que les travaux préliminaires donc, du démarrage des travaux de l'Assemblée, bon, je les aurais présidés. Je ne suis pas le doyen d'âge, mais c'est pour la première fois dans l'histoire du Togo qu'un ancien président de l'Assemblée nationale se retrouve comme député à nouveau à l'Assemblée nationale. Je pense quand même que ça doit être un motif de fierté et une source de richesse également donc pour l'Assemblée. Je voudrais pouvoir, du moins, espérer que dans le jour qui arrive là, que de tout cela soit ainsi démontré. Parce que je connais beaucoup de choses qui peuvent aider, du moins, l'Assemblée à avancer et à mieux réussir, du moins, sa mission et éviter, bon, les couacs de début que nous avons connus. Cette assemblée, certains estiment qu'elle doit marquer la rupture par rapport à celle qui vient de finir. Dans celle qui vient de finir, on a connu beaucoup de dissensions. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez? C'est le même sentiment. Mais maintenant, on verra au cours de cette première session qui s'ouvre là, si mes attentes de toute façon épouseront de moins le déroulé exact en termes de réalité et en termes de conduite donc de travaux donc à travers les différentes commissions. Beaucoup ont jeté également je ne sais pas, en fait, ils ont critiqué la présidente de l'Assemblée nationale dans son discours d'ouverture. Madame Tiga jetterait trop de fleurs au chef de l'État. En réalité, ça a gêné dans certains milieux. Est-ce que cela vous a également gêné? C'est les règles de l'Assemblée. C'est les règles de l'Assemblée nationale. Mais je pense quand même que, bon, ceux qui critiquent également doivent être un tout petit peu modérés et elle fait ses premiers pas. Et je crois quand même que les pas qui vont suivre, même si on veut jeter des fleurs, il y a une façon habile de le faire, de ne pas le faire aussi ouvertement. Voilà. Et je crois que son militantisme a pris le dessus par rapport au personnage qu'il incarne, en tout cas à la tête de cette institution. Il y a beaucoup qui se posent cette question également. Est-ce qu'elle a l'étoffe nécessaire? De toute façon, je crois que ça vient. C'est pas à nos jours que, bon, on a l'étoffe qu'il faut pour une fonction. Dès qu'elle est dans la fonction, et laissez-lui la chance, elle a 5 ans. Je pense que dans les semaines et mois à venir, elle se montrera plus, du moins, mais en tout cas, à la hauteur de des attentes donc, de l'opinion. Vous savez sans doute ce que les Togolais attendent de vous. Depuis que vous êtes là, on attend de vous les réformes institutionnelles et constitutionnelles.
Dans les premiers pas qui sont faits, dans les premiers discours qui sont tenus, notamment par les différentes partis politiques présents à cette Assemblée nationale, est-ce que les réformes seront pour bientôt? Je crois. Et je pense que si vous avez aussi... Parce que pourquoi les gens ne relèvent pas ça? Elle a insisté que les réformes institutionnelles et constitutionnelles, là, en tout cas, figurent en bonne place dans son agenda. Dans l'agenda de cette première session. Elle a dit, pourquoi les gens n'ont pas évoqué ça? C'est-à-dire que les trains qui sont à l'heure, on n'en parle pas. On parle seulement de ceux qui viennent en retard. Donc, oui, et quand elle fait de bonnes choses aussi, il faut le dire. Donc, je pense qu'unanimement, sur ce point, elle a traduit de toute façon les attentes de tous les courants de pensée qui sont au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'imaginez, ces réformes? Les réformes, de toute façon, à minima, je dis à minima, c'est... comment je dirais, le nombre de mandats, on dira que comment je dirais, le mandat présidentiel donc est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je dis à minima. Et puis, donc, le scrutin est nommé majoritaire, donc, est à 2 tours. Mais il y a un autre, en tout cas, élément que nous voulons donc introduire dans ces réformes-là. Demain, s'il y a alternance, et que celui qui prend la succession n'est pas de l'UNI et d'une autre formation politique, il fait le quoi de cette assemblée? Il faudrait mettre une disposition dans la Constitution qui autorise au lendemain de l'élection présidentielle, dans quelques semaines, je ne parle pas de mois, dans quelques semaines, il faut dissoudre l'Assemblée et redonner la parole au peuple. Parce que le nouveau président de la République ne peut pas du moins s'accommoder avec une Assemblée du monde largement dominée donc par les députés unis. C'est clair, cette disposition n'a pas été prévue. Parce qu'en fait, comment ça a marché jusqu'à présent? Lorsque le général Yadema, paix à son âme, était rappelé par Dieu, l'Assemblée qui était là était une Assemblée à péter. Fonia Singh a pris la succession. Si Fonia Singh n'était pas du RPT, il ne pouvait pas s'accommoder avec cette Assemblée. Et donc, il ne faut pas construire le modèle en pensant que c'est les mêmes qui seront au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Et donc, ce dispositif-là doit être introduit dedans pour que, en 2020, s'il y a alternance, que le nouveau chef d'État ne soit pas confronté à une Assemblée qui n'est pas de son bord. Il ne pourra pas faire le boulot. Je l'ai dit, ça peut venir en 2020, 2025, 2030, mais ça doit venir un jour. Et donc, c'est une lacune, donc en tout cas de notre loi fondamentale, et que donc l'Assemblée nationale doit y réfléchir. Autant le faire parce que la Constitution n'est pas un jouet qu'il faut manipuler tous les jours. Si nous voulons du moins intervenir cette fois-ci, ce que je dis là, je le défendrai de toute façon à l'Assemblée nationale. Cette disposition, elle est sans doute importante à vous écouter, mais l'alternance, est-ce que vous la sentez venir? Je vais vous dire. L'instant présent que nous partageons ici nous appartient. L'instant qui suit après ne nous appartient pas. Les surprises, il y en a plein. Pourquoi il n'y aura pas d'alternance? C'est-à-dire que, en fait, quand je prends les résultats des dernières élections présidentielles, des dernières élections législatives, j'y vois un paradoxe. Le paradoxe est là. Voilà un régime qui a été conspué pendant au moins 2 ans. Et une fois qu'il donne la parole au peuple, le peuple dit non, je t'applaudis, tu es très bon. Et tu envoies encore 80% là. Il n'y a pas un problème là? Ou bien? Quel est le problème? Le problème où les Togolais sont, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire timbrés, mais je dis, je ne lis pas une cohérence entre ce que nous avons vécu pendant 18 mois ou pendant 2 ans par rapport aux résultats. Les mêmes qui ont conspué, c'est les mêmes qui ont voté de toute façon pour donner une majorité écrasante à UNI. C'est des questions que je vous pose. Est-ce qu'on peut faire une lecture juste après ce qui s'est passé le 20 décembre? Les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Est-ce que ces conditions-là peuvent fonder votre lecture? Vous savez, il y a des rendez-vous manqués. Le C14 a manqué un rendez-vous capital. Un rendez-vous similaire à celui auquel je les avais conviés en 2002. Pour rien au monde. Ne manquez pas de monde à ces élections. Pour rien au monde. Ils ont manqué à ces trucs. S'ils avaient été à ces élections, Fonia Singh ne serait pas président de la République.
La question des réformes politiques, on revient dessus parce que cette question, elle est vieille de 12 ans, si ma mémoire est bonne, 12 ou 13 ans maintenant. C'est une question qui ne permet pas pour le Togo, pour l'instant, de s'inscrire sur la liste des pays dans lesquels l'alternance est devenue un jeu de tous les jours. Est-ce que, quelque part, c'est une question trop difficile pour les Togolais? Trop difficile parce que, bon, quelque part, je crois qu'il y a un petit groupe là qui veut demeurer dans le statu quo. Mais maintenant, est-ce que ce petit groupe-là peut vaincre une volonté largement exprimée qui, tous les jours... Et donc, moi, j'attends de voir, mais c'est une question de volonté politique et de cohérence politique. Maintenant, bon, les gens disent que c'est pas bien, mais bon, après ils disent non, c'est très bien. Bon, voilà, il faut savoir. Bon, maintenant, c'est une malédiction qui pèse sur le Togo, mais je pense quand même que, bon, essayons, si l'alternance doit venir, qu'elle vienne. Je ne dis pas forcément que l'alternance, de toute façon, apporterait des réponses à nos préoccupations aujourd'hui. Quand l'espérons que non, on n'en veut plus parce que donc c'est trop amer. Donc on va aller rechercher ce qu'on faisait avant. Mais on mérite de toute façon de faire cette expérience-là. Et moi, je la souhaite vivement au peuple togolais. Dans les revendications liées à l'alternance, non plutôt aux réformes politiques, il y a quelque part la question de la candidature de Fogna Singbe qui se glissait, même si elle n'était pas évoquée ouvertement, implicitement. De plus en plus, on n'en parle plus. Est-ce qu'a dit que cette question est réglée? Mais pour le moment, j'ai entendu le comité de réflexion stratégique de l'UNI dire que non, que leur champion sera candidat. Et quand du moins ce comité commence à parler, là, ça veut dire que c'est calé déjà. Il sera candidat, mais moi j'aurais aimé quand même que les problèmes constitutionnels soient réglés pour que nous sachions de toute façon sur quel régime on est candidat. Est-ce qu'on est régime donc sur la base de l'ancienne constitution ou du moins on est candidat sur la base de la constitution donc à réformer? Je crois quand même que ces préoccupations-là, cette clarification-là mérite d'être faite comme ça, on sait. Parce que, on le dit comme ça, hein, mais il y a tellement de subtilités donc juridiques dedans qu'il vaut mieux que ce soit clarifié. Est-ce que vous le sentez, Fogna Singbe, vous le sentez lui-même être de nouveau candidat en 2020? Il est jeune. Il n'a pas encore beaucoup de cheveux, encore magouillé. Donc, dès lors que lui-même, il participe donc à la stratégie concoctée du monde pas assez proche. Par exemple, ceux d'histoire de Tours, là, dont vous avez peine de Tours, donc il était à Tchévier. Donc, demain, si on l'annonce à l'heure, il va aller. Et c'est ça, ce genre de choses qui amène les gens à dire que de toute façon, nous sommes déjà en campagne, donc en tout cas dans la case unie. Dans quelques instants, les auditeurs vont vous poser des questions, mais il y a eu ce communiqué que votre parti a fait publier cette semaine, ce communiqué qui est revenu sur un certain nombre de sujets liés à notre pays. Vous évoquez notamment les processus électoraux à venir et vous demandez que ces processus-là soient conduits dans un esprit républicain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois quand même que les intéressés ciblés qui ont lu le communiqué ont compris cette interpellation. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut que chacun exécute la mission pour laquelle, de toute façon, l'État lui a fait confiance. Moi, ce n'est pas un secret. Lorsque, au cours d'un scrutin, un préfet de la République se transforme, je dirais, je ne vais pas dire majordome, c'est peut-être trop élevé, en garçon de course d'un candidat et livre la nourriture dans les bureaux de vote, je considère que la République de Moussa est par terre. Parce que le préfet, il représente à la fois le chef de l'État et les institutions dans la région. Et donc, il ne peut pas se rabaisser, être un garçon de course. Ça, quelqu'un qui est républicain, qui a dirigé le pays, qui voit ça, il doit interpeller. Ça s'est passé au Togo? Oui, pardon, ça s'est passé au Togo. Vous voulez être plus clair? Je ne serai pas plus clair, mais les intéressés se reconnaissent. C'est pour ça que je dis, chacun n'a qu'à jouer parfaitement son rôle. Un préfet ne se transforme pas en garçon de course d'un candidat ou d'une candidate, fût-elle supposée avoir la protection donc des plus hauts de ce pays. Au-delà du préfet, pour ce qui concerne l'esprit républicain que vous prônez... Dès que le préfet se met dans cette position, les autres structures qui relèvent du préfet vont quoi? Rentrent dans la danse, dans la même direction. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il faut encore? Parce que vous aviez évoqué aussi
l'ouverture, ou comment on appelle ça, l'ouverture de l'inscription de nouveaux électeurs. Oui, non, c'est-à-dire que dans le pays... La révision de la liste électorale. Oui, dans le pays, tout le monde sait que la formation politique au but, et puis, et par la suite, donc, le MPDD s'est beaucoup investi dans le problème de décentralisation. Vous ne pouvez pas vouloir organiser aujourd'hui des élections municipales dans le pays en privant une partie de la population de pouvoir s'inscrire et d'exprimer de sur le jour de sa volonté. Et donc, d'abord, c'est un principe républicain. Nous disons de le faire. La deuxième chose, c'est que nous avons 1511, 1512 communes. Il faut forcément définir la population électorale par commune. Même si on peut le faire, donc par l'outil informatique aujourd'hui, il faut une vérification donc sur le terrain. Que ceux qui habitent dans la commune confirment qu'ils sont dans la commune. Ceux qui ne sont pas dans la commune et qui veulent y vivre s'inscrivent. Ceux qui ont vécu et qui ont quitté, qu'on les raye. Si vous ne le faites pas, ça poserait des problèmes parce que les préoccupations de la commune A ne sont pas forcément celles de la commune B. Et donc, il faut ouvrir et vérifier. De deux, il faut que la vérité des unes triomphe là. Pour que ceux que nous allons prendre comme des représentants, les élus locaux, pour participer donc au développement donc de cette commune-là, soit des gens engagés, soit des gens également de toute façon choisis par les populations. Et donc c'est pour ça que je dis, les petites mots combines là, ou les mots magiques là, électorales, qui de toute façon, sur le parcours, font changer les résultats, je dis, nous serons extrêmement vigilants. Et que donc, si ce type d'exercice doit être encore répété, en tout cas, nous ne nous laisserons pas faire. Cette semaine, vous avez, en marge ou avant même la rentrée parlementaire, vous avez eu à discuter avec une délégation des parlementaires ACP Union européenne. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en réalité? Non, je crois que c'est une mission, en fait, vous savez, le Togo n'est pas en vase clos. Donc, l'événement du 20 décembre, bon, la manière dont les choses se sont passées, je ne dirais pas la démission de la CEDEAO, mais les gens ont analysé. Donc, il y a eu un débat sur le Togo dans le Parlement européen, et donc même le député du monde qui a introduit donc, la question du Togo fait partie donc, des délégués qui sont arrivés. Donc, ils sont venus. Donc, c'est une mission d'évaluation. Donc, de la démocratie en cours, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont rencontré plusieurs partenaires. Moi, je crois que c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour l'ouverture de la session parlementaire. Donc, c'est une belle coïncidence. Ils sont là. Et donc, bon, ils ont fait leur boulot. Je ne connais pas le rapport, ils n'ont pas publié. Mais bon, d'ici quelques jours, par nos relations donc à Bruxelles, on saura de tout ce qu'ils ont communiqué là-bas. Mais en attendant le rapport, quel est votre sentiment sur l'état de la démocratie actuelle après ce qui s'est passé le 20 décembre? C'est-à-dire, moi... Vous avez évoqué, je ne sais pas, vous avez parlé de la démission, je ne sais pas si la démission de la CEDEAO, je ne sais pas si c'est votre sentiment. Non, de toute façon, personne ne peut applaudir ce que la CEDEAO est venue faire ici. Si je viens ici, je dis non, la CEDEAO, du moins que voilà, la CEDEAO a très bien travaillé dans l'exécution de cette feuille de route, je serai de toute façon malhonnête. Mais en politique, il ne faut pas exclure. Il faut rassembler. Il y a un ambassadeur là, d'un pays africain voisin qui me dit « Tes amis n'ont pas voulu t'accepter dans le C14. » Parce que si tu es dans le C14 et que vous partez en mission à l'étranger, tous les partenaires que vous allez rencontrer verront en toi de toi un homme responsable parce qu'il a dirigé. Du moins, mais tu seras donc le centre d'intérêt. Et comme ils considèrent que c'est à leur tour maintenant d'être le centre d'intérêt, c'est pour ça qu'il faut rassembler. C'est-à-dire qu'en fait... Non, là, vous ouvrez là une nouvelle parenthèse. Non, ce n'est pas une nouvelle parenthèse parce que c'est la question que tu as posée. Oui, que tu as posée, on est assez amis, que tu as posée qui m'amène. C'est-à-dire qu'il faut rassembler. Il y a eu un certain nombre d'erreurs de la part donc, de la C14. Vous ne pouvez pas avoir 8 représentants à la CENI et être aujourd'hui parmi les extra-parlementaires. 8. Tout n'est pas parfait. Le peu qu'on vous donne là, prenez et servez-en comme un levier
pour de nouvelles comptes. 8. Maintenant, vous êtes dans la situation des parlementaires. Je suis sûr que si la C14 était venue aux dernières élections législatives, la configuration de l'Assemblée ne serait pas comme ça. Vous regrettez cela? Pardon? Est-ce que vous regrette que la C14 ne soit pas venue? Parce qu'en fait, je ne cherche pas pour mon chapelle, je cherche pour le pays. Je cherche un avancement pour le pays. Je veux que les gens disent que la démocratie fonctionne au Togo. Je ne veux pas qu'on dise que non, il y a en tout cas un camp qui n'échoue jamais, qui gagne tout le temps, ça devient suspect. Nous avons comme invité Agbo Mekodjo, ancien Premier ministre, président du parti politique MPDD, également député à l'Assemblée nationale. Et à partir de cet instant, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir et de vous poser des questions. Nous avons déjà un certain nombre de questions qui sont laissées par des internautes sur notre page Facebook. Nous allons y veiller dans un instant, mais nous commençons par prendre les auditeurs de Lomé. Monsieur le Premier ministre, prenez votre casque, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Allô? Oui. C'est M. Abdoul. Oui, Abdoul, vous êtes en direct, allez-y. Alors, bonsoir M. Agbeomé. Bonjour, cher ami. Est-ce que les députés qui sont issus d'une élection injuste, bancale et non écoutable peuvent avoir la main libre pour travailler tranquillement? Entre-temps, vous avez dit dans votre... vous avez dit que vous réclamiez des réformes en tout temps. Oui, Est-ce que c'est le cas aujourd'hui encore? Parce qu'on ne vous sent pas, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, parler des réformes. On a l'impression que c'est le statu quo. Et ça me fait penser comme si des gens qui ont été nommés juste pour aller accomplir une mission. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à toutes ces inquiétudes que je vous présente, est-ce que vous pouvez me donner une réponse satisfaisante? Bien, merci Abdoul pour votre intervention. Réponse. Abdoul, j'aurais aimé que le processus électoral qui a conduit donc à l'émergence de la 6e législature, que ce processus-là soit plus consensuel, soit plus inclusif. J'aurais aimé être député dans des circonstances peut-être meilleures à celles que nous avons connues. Je voulais aussi te dire que la préoccupation des Togolais d'obtenir donc une limitation des mandats et le 2 tours, qui font partie des choses qui m'ont fait fuir donc ce pays, pour ma vie bien sûr. Le 27 juin donc 2002, que la même flamme pour la limitation des mandats m'anime toujours. Et je dis souvent, quelqu'un qui crée un parti politique, c'est parce qu'il a un projet de société. Il présente ce projet. C'est parce qu'il pense qu'il peut gagner pour donc décliner son projet dans la vie quotidienne donc de ses compatriotes qui que le parti. Donc je suis président de parti, je rêve de la limitation, je rêve de pouvoir diriger ce pays un jour, mais s'il n'y a pas de limitation des mandats et que c'est les mêmes, je crois quand même qu'il vaut mieux du moins que je change de métier. Est-ce que vous êtes libre à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez les mains libres? C'est le sens de la question de l'auditeur. Non, de toute façon, ce qu'il dit, moi, il y a certains peut-être de toute façon, à chacun du monde d'apprécier. Donc, c'est marge de manœuvre. Mais moi, de toute façon, au niveau du MPDD, à fort de ces 2 députés, enfin 3, du moins attribués, et puis on a le... Voilà. Donc, au niveau donc, de nos 2 députés, nous pensons du moins être des hommes libres. Et nous dirons ce qu'il faut, ce qui va du moins dans le sens de l'intérêt général. Dans un instant, la suite. Plus que des auditeurs, vous êtes nos partenaires. 105.5 FM. Spéciale promotion à Canal Optique. Cette année, vivez autrement les fêtes de l'indépendance chez nous. Du 27 mars au 27 juillet, bénéficiez de l'offre spéciale indépendance à votre lunetterie. Tenez, une paire de lunettes achetées, une paire offerte à tous les natifs du mois d'avril depuis 1960 à ce jour. Par ailleurs, une remise exceptionnelle est faite à tous les Togolais. Saisissez cette occasion et donnez plus d'éclat à votre vue.
Canal Optique, c'est sur l'avenue de la Chance, en face de la station Total Lomé 2 et l'annexe sur le 219 boulevard du 13 janvier, à côté de la pharmacie du 3e arrondissement. Contact 90 05 40 79 99 18 18 18. Canal Optique, votre référence en lunetterie. Pyramide FM 105.5, au-delà des horizons. La suite avec cette question de Folie BT Koda. Est-ce possible juridiquement que la présidentielle s'organise avec la nouvelle constitution? Si oui, cela ne voudrait-il pas dire que la rétroactivité sera active? Il nous écrit depuis Lyon. Oui, bon, il nous écoute de la bonjour, BT, non, c'est mon ami. Je pense que c'est des questions extrêmement sensibles. Je répète, c'est des questions extrêmement sensibles. Laissez-nous, vous laissez le dossier venir sur la table de l'Assemblée nationale. Et si vous avez des idées, envoyez-nous du moins ces idées-là et nous allons travailler. Mais est-il que, vous savez, les Togolais ont besoin, les Togolais veulent que les choses bougent. Les Togolais veulent aussi de toute façon être fiers. Les Togolais pensent que, bon, certains déjà ont trop donné, ont trop sacrifié et leur vie et leur temps au bénéfice de ce pays, qui passent la main à d'autres, qu'ils essaient aussi. Mais dans tous les cas, je dis, ce pays-là, personne ne peut le diriger demain encore, du moins avec des mandats, du moins répétitifs, donc sans limitation. Ce n'est plus possible. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Kolani. Oui, Kolani, allez-y. D'abord, je salue M. Aboyeme. Bonjour. Il vient de dire quelque chose qui est important, mais moi je trouve que ça serait toujours la même chose. Hein. Quand il dit, par hasard, au lendemain de 2020, un président arrive, il faut dissoudre l'Assemblée actuelle. Si on dissout l'Assemblée actuelle et on revote, et la majorité revient est toujours pour unir. Non. La même chose va se répéter. Non. Seulement, nous voyons, que nous souhaitons plus faire tout dans nos tests. Après un an, le chef de l'État a la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Donc l'Assemblée actuelle, en 2020, fera un an. Donc, si on dissout cette Assemblée et on permet que les élections locales et les élections législatives, en même temps que les présidentielles, se cumulent, pour faire l'économie, et puis on sait que chaque année et chaque 5 ans, ce qui va se passer, je veux voir ça, et son avis sur cette question, quoi. Bien, merci. Non, il a, en tout cas, je crois que c'est le hasard des calendriers. C'est pas la volonté, comment je dis, d'harmoniser les choses. Hein. C'est un hasard des calendriers que en décembre 2020, que cette assemblée donc va avoir un an. Mais il faut figer dans le marbre ce dispositif qu'une fois un nouveau président élu, il faut regarder si l'Assemblée est en adéquation, du moins avec, comment je dirais, le nouveau mandat ou les suffrages qui ont été exprimés. Si le mandat de l'Assemblée, du moins, comment je dis, le mandat, non, si la tendance de l'Assemblée est contraire, du moins, à celle du chef de l'État, le chef de l'État a le pouvoir donc de dissoudre. Ce n'est pas écrit dans le truc, mais je dis, nous allons lutter pour l'écrit, parce que demain, s'il y a un nouveau chef d'État, ce n'est pas évident que le chef d'État qui a été battu donc au présidentiel, que ces éléments viennent avoir la majorité au niveau de l'Assemblée. C'est faux. Généralement, on dit, vous avez élu un nouveau président de la République, donnez-lui les moyens pour qu'il puisse décliner dans sa politique. Et généralement, les gens disent que c'est le 3e tour. C'est-à-dire en France, par exemple, quand on fait les élections présidentielles, c'est 2 tours. Premier tour, on élimine. 2e tour, on choisit. Et puis, quelques semaines après, on organise les élections législatives. On parle de 3e tour. Donc, ici, je dis, une fois le président de la République donc élu, il faudrait de toute façon, à mon avis, dissoudre et supprimer le dispositif qui dit qu'il faut un an là, le président peut dissoudre, enlever cela pour rester en éducation. La deuxième chose que vous avez évoquée, qui me paraît également, la France a eu à le faire, c'est-à-dire que faire coïncider le mandat présidentiel avec le mandat, comment je dirais, législatif. Eux, ils l'ont fait pour éviter du moins la cohabitation qui avait gêné un tout petit peu l'image de la France à l'extérieur, parce que chacun, voilà, j'ai trouvé le mot, chacun du moins se prévalant d'une nouvelle légitimité. Le président de la République, j'ai la légitimité du peuple,
Les députés, voilà. Et donc, il y a un conflit de légitimité. Et pour résoudre cela, ils ont donc harmonisé cela pour que le mandat présidentiel, le mandat législatif coïncide avec le mandat présidentiel. Et donc, ce qu'il dit, c'est une étude à faire. Mais le cas du 20 décembre, là, ce n'est qu'un hasard de calendrier. Parce que l'élection législative que nous avons organisée, ça peut avoir lieu du moins en janvier 2019 ou février. C'est un hasard. Mais il faut le fixer. Allô? Le troisième auditeur. Bonjour. Allô? Oui, on vous appelle comment? Allô? Oui, vous êtes en direct. Votre nom? Allô? Nous avons des questions qui sont laissées par des auditeurs. Il y a cette question de Eri Béli de Dieu. Est-ce qu'il y aura la fameuse phrase « En aucun cas, il ne peut faire plus de 2 mandats ». En fait, c'est une question qui est laissée par un auditeur qui nous regarde quelque part dans le monde. Oui, mais moi je dis en aucun cas. Déjà en 2014, il fallait régler donc définitivement cette question. Nous avions proposé du moins de considérer le 3e mandat de Faure Gnassingbé comme le dernier. Vous nous avez dénigré. C'est aussi ça, hein. Ça dit qu'on rentre dans vos propres rangs et on prend vos propres qui disent qu'ils luttent, du moins mais pour la même chose, même pour fragiliser. Et de toute façon, les démarches que nous avions effectuées à cette époque, au niveau local et international, UNIR était prêt du moins à accepter cette disposition. Mais qui l'a fait? Nous sommes en 2019. Mais ce n'est pas un problème, mais je rappelle cela. Mais j'ai dit en aucun cas. Donc, on voulait que ce soit terminé là. On ne va plus lutter. Bon, mais pour le moment, on ne sait pas s'il faut lui-même veut encore aller. Parce que c'est un métier fatigant. Hein. Et je le vois aussi un peu fatigué aussi. Allô? Oui, allô, bonjour. D'accord. Oh, oui, bonjour. Je suis M. Noukounou. Oui, allez-y. D'abord, je voudrais saluer le président, M. Agbeomé, et lui dire que vraiment ce matin, ce jour, il a vraiment séduit. Il a séduit parce que il a fait le choix de la vérité. Et ma foi, je crois que la vérité, c'est ce qui aiderait vraiment au changement de mentalité dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et je courage à toujours rester ferme sur le choix de la vérité, toujours dire la vérité, ce qu'il faut pour notre évolution. Même si nous sommes des hommes noirs, nous avons la peau noire, nous ne devons pas toujours avoir l'esprit obscur, l'esprit mesquin. Bien, merci. Nous devons avoir l'esprit républicain. Noukounou, quelle est votre question? Oui, ma question c'est que en quoi ils vont vraiment s'activer pour que la proposition de l'expert de la CEDEAO par rapport aux réformes soit celle qui soit retenue et que l'Assemblée vote. Parce qu'au moins cette proposition fait l'unanimité dans la classe politique. Donc, comment ils peuvent s'investir pour qu'au moins cette proposition de la CEDEAO soit celle-là qui soit vraiment débattue. Merci beaucoup, Noukounou. Oui, je voulais dire à M. Noukounou que la feuille de route de la CEDEAO est un menu. Quand vous allez dans un restaurant, on dit le menu du jour, voilà, entrée, résistant, dessert, on prend tout. On ne choisit pas. Le gouvernement ne peut pas choisir le 20 décembre en disant que ça là, c'est ça ou rien. Et vouloir se défaire des autres propositions de la CEDEAO. Je ferai partie de ceux qui soutiendront la proposition de l'expert constitutionnel de la CEDEAO. Question de principe. Une question laissée par Kwissa TV qui nous regarde du côté de la Belgique. Économiste formé, il a occupé d'importants postes au pays. Il parle de vous quant à ce qui concerne son parcours professionnel. Regrette-t-il d'avoir emprunté le terrain politique? C'est la question de notre ami Kwissa TV qui nous regarde du côté de Bruxelles. Non, je ne regrette pas. J'assume pleinement. Peut-être que j'ai commis un certain nombre d'erreurs qui ont peut-être poussé le Togo dans cette situation aujourd'hui. Je ne les commettrai plus. Quand vous parlez d'erreurs, qu'est-ce que vous mettez sur ce registre? C'est-à-dire à la limite, ceux qui savaient un certain nombre de choses qui m'échappaient. Si j'avais été plus humble en acceptant le crachat, en acceptant les humiliations qui m'imposaient, le Togo aurait eu un autre destin.
Allô? Oui, bonjour. L'auditeur, est-ce qu'on l'a? Allô? Bonjour. Bonjour Pierrot, comment allez-vous? Oui, je vais bien. On vous appelle comment? Monsieur Tossou. Oui, Tossou, allez-y. Oui. J'ai une question pour Monsieur Adéomé. Oui, il vous écoute. D'abord, je crois qu'il ne se souvient plus de moi. Et si son parti devait avoir... Je devais être le premier membre de son parti politique. C'est ça. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que j'étais un peu déçu. Mais la façon dont il a parlé ce matin, je l'ai écouté attentivement. J'espère qu'il restera sur cette ligne. C'est tout. Bien, merci. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si de toute façon vous communiquez votre numéro à M. Atiogwe, je prendrai contact avec vous pour corriger de toute façon. Oui, en 86, j'étais dans votre bureau et vous m'avez dit ceci. Quand je sortais de votre bureau, vous étiez ministre de la Jeunesse et des Sports. J'avais 18 ans. Et vous m'avez dit... Non, en 86, je n'étais pas encore ministre. En 288 que j'ai été ministre. 86, voilà. J'étais à la Sonacom. Oui, vous m'avez dit, l'avenir t'appartient. Vous êtes un modèle pour moi. Mais j'ai apprécié la façon dont vous avez parlé ce matin. Merci. Donc je vais essayer d'avoir... J'ai fait votre portrait. Merci. Maintenant, vous vous souvenez de moi. Merci beaucoup. Bien, merci. Bien, merci. Est-ce qu'on a un autre auditeur là? Allô? Bonjour. Allô? Allô? On ne l'a pas. 2020, c'est bientôt. Nous sommes en avril. Je ne sais pas combien de jours, combien de semaines, combien de mois il nous reste pour que les Togo organisent la prochaine élection présidentielle, puisque c'est de cela qu'il s'agit aussi. Est-ce que vous serez candidat en 2020 à Agbeome Kobio? Pour le moment, je ne le sais pas. Je suis démocrate. En 2015, ma formation politique m'a investi. J'ai voulu conclure un accord avec mes amis de l'opposition. Mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas si en 2020, la même formation politique, les mêmes militants accepteront de m'investir. Si je reçois l'onction de mon parti, j'aviserai en ce moment. Il était souvent aussi question de candidature unique au niveau de l'opposition. Est-ce que c'est un leurre ou pas? Je pense que la candidature unique au niveau de l'opposition, c'est la solution. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de Togolais veulent le changement. Mais au lieu d'aller en rang multiple, donc face aux candidats du parti au pouvoir, il faut que donc au niveau des structures donc, qui existent au niveau de la société civile, qu'on puisse s'organiser pour désigner un seul. Mais dans tous les cas, je ne sais pas comment ça va se passer. Surtout ce qu'il faut éviter, donc des candidats factices. Ce que j'appelle des candidats factices, c'est en fait du moins les gens qui ne partent pas, du moins, mais à cette épreuve avec conviction, mais qui sont là pour jouer un rôle, pour empêcher tel et tel de sortir. Il faut éviter ça. Et donc, 2020, de toute façon, c'est une belle rencontre. Et je souhaite du moins à la classe politique dans son ensemble, et surtout du moins à nos frères de l'opposition, de prendre la mesure de la situation et d'agir comme Dieu le souhaite. Dieu veut que les Togolais puissent remplir leurs pensées. Je vous ai dit ça en commençant. Dieu veut que cette prière-là donne nos pains de chaque jour, là, que chacun de Togolais puisse manger du moins à sa faim, vivre décemment. Et quand il dit décemment, c'est relatif, hein? C'est-à-dire que la décence, là, habitat social correct, pouvoir envoyer les enfants à l'école, pouvoir se soigner, ceux qui n'ont pas les moyens, que des moyens, une couverture mutuelle, donc qui les couvre, si nous pouvons de toute façon assurer ce minimum-là, dans un monde où la digitalisation devient un instrument extrêmement important pour donc réduire la fracture numérique, mettre fin à certains déserts. Les gens aujourd'hui envoient des médicaments donc de la capitale vers les villes donc avec ces nouvelles technologies, avec des drones. L'agriculture aujourd'hui, de toute façon, il y a des drones qui surveillent. Il y a tellement de choses. Essayons de libérer le génie créatrice et le génie inventif des jeunes. Mais je pense que c'est autour des jeunes et des femmes qu'il faut faire. Et sachant très bien aussi qu'on est de passage là, il nous reste combien d'années?
Et puis tout ce que nous voulons accumuler là, bon, ok. Je vais avoir, moi, ce 200, 300, 500 de février. Mais est-ce que c'est pas humain, ça aussi? Que de vouloir accumuler? Non. C'est pas humain? Non, il faut partager. C'est-à-dire, si tu accumules, il faut partager. Mais je suis sûr, et vous êtes d'accord avec moi, que beaucoup accumulent, ne partagent pas. Il faut partager puisque vous allez partir. Il faut partager. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Est-ce qu'on a l'auditeur? Quand vous parlez de partage, je connais votre maison et je sais que vous avez l'habitude de recevoir beaucoup de Togolais là-bas. Est-ce que vous continuez pas à partager? Le peu qui rentre, je partage. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? Tu sais, je ne peux pas rester insensible à la souffrance de quelqu'un. Parce qu'en fait, quand ça chauffe pour moi, la personne à qui je m'adresse, c'est à la même personne que vous vous adressez aussi. C'est Dieu. Mais, et si Dieu t'a donné les moyens, il ne faut pas oublier de toute façon que c'est une responsabilité qu'il t'a confiée. Il te donne les moyens parce qu'il te juge capable de couvrir les besoins, les peines, donc de ses enfants. Il faut partager. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Mironko, je suis à Dakar. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, allez-y. Ok. Bonjour, monsieur Adoyorin. Bonjour. Bon, tout de suite, je vous suivais aussi, tel que certains l'ont dit. Vous accusez la CEDEAO. Vous étiez là-bas avant que la CEDEAO a donné la date. Vous étiez où, là? À la CENI. Vas-y. Vous n'êtes pas à la CENI avant que la CEDEAO a donné la date? Non. Okay. Oui, allez-y, allez-y. Oh, ok. Bon. Prenons que vous n'êtes pas à la CENI avant que la CEDEAO a donné la date. Vous accusez la CEDEAO. Vous êtes à la CENI jusqu'à achever l'élection. Que certains ont dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous avez maintenu votre parti jusqu'à achever. Maintenant, au retour, vous accusez la CEDEAO. Moi, quand j'ai écouté ça, moi, ça me fait mal. Vous savez, cher ami, je n'ai pas accusé la CEDEAO. Écoutez-moi bien. Et puis, vous êtes en train de dire une contre-vérité. La contre-vérité, là, c'est qu'on nous a obligés à quitter la CENI. Vous m'entendez? On nous a obligés à remettre notre démission. Nous sommes démis de la CENI. Ça aussi, c'est vrai, c'est vérifiable. Et donc, ce que vous dites, accuser la CEDEAO, ce qui est sûr, la CEDEAO n'a pas accompli pleinement sa mission. Et ça, je ne suis pas le seul de moi à le constater. La CEDEAO, je répète, n'a pas accompli pleinement sa mission. Le rôle de la CEDEAO, c'est venir trouver une solution pour le conflit. Le rôle de la CEDEAO, c'est de... Maintenant, la CEDEAO a réglé le conflit. Moi, je dis que de toute façon, tout n'est pas rose. Tout n'est pas irréprochable du côté donc de la C14. Pour autant, je dis, si on veut régler les problèmes, bon, il faut peut-être avoir une autre attitude. Mais maintenant, dans ce que vous dites que, bon, on accuse... Je n'ai pas accusé assez, donc je constate que, bon, on a continué le processus électoral sans les représentants de choses. La CEDEAO n'a rien dit. Et puis, en fait, la CEDEAO est venue à visiter une seconde la région maritime, a visité également peut-être une ville, des plateaux, et puis, en fait, de tout temps, a conclu. Et je crois que dans ce qu'on envoie là, un ancien chef d'État, pardonnez-moi, qui cafouillait dans ce qu'il disait. On ne peut pas, moi aussi j'ai fait des missions d'observation internationale dans d'autres pays. J'ai fait dans plusieurs pays. On ne peut pas visiter 2 ou 3 préfectures et sortir de une sanction. Sortir une sanction que non. Et ça aussi, d'une manière ou d'une autre, c'est contre les règles de l'observation internationale. Une question d'un auditeur, il s'appelle Graziani, comme la question laissée sur la page Facebook de Pyramide FM. Avoir la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, est-ce que les réformes attendues par le peuple peuvent se faire sans contrainte? Vous savez, les réformes s'imposent au pouvoir. Autant l'opposition et les Togolais réclament les réformes, je pense, dans le contexte politique international, géostratégique
dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le gouvernement de Faure Gnassingbé est obligé de faire les réformes. La question de Canton Wante Fernand Alémé, en fait, c'est une question un peu difficile qui est apparue également sur le fil qui est devant moi. Il y a un problème que vous, politiciens du Togo, passez souvent sous silence, c'est celui de l'armée togolaise qui est vraisemblablement un obstacle pour l'alternance dans notre pays. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de créer un débat autour de cette problématique afin que ce pays soit libéré? La question est pertinente. La composition de l'armée, la composition régionale et ethnique de l'armée pose problème. Mais ce n'est pas sur la place publique du monde qu'il faut résoudre ce problème. Je pense que autant avec Faure lui-même, ou autant avec du moins celui qui va lui succéder, il faut engager donc des réflexions pour que donc l'armée soit une armée dans toutes ses composantes, dans toutes ses déclinaisons, donc une armée nationale. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Gévagos, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Salut, monsieur Abdou. Il paraît qu'il a goûté à le poste au Togo. Il a goûté. Il a goûté. Le poste présidentiel. Il a fait la prison. Et chaque fois qu'il a parlé de choses, sans parler de son parcours, moi, tout ce qu'il dit, moi, finalement, à cet âge-là où je suis maintenant, je ne crois pas. Je ne peux pas y croire. Parce que ici, dans ce pays, on a tout écouté, on a tout fait. On lui a posé la question de l'armée maintenant, la façon dont il a répondu. Ils ont géré cette armée du temps de la demande. Est-ce que c'est différent de ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez la situation. L'opposition togolaise, est-ce qu'il connaît réellement le problème du Togo? Parce que le peuple est là. Et il dirige vraiment ce pays. Il donne l'ordre de caser la population. Parce qu'il a parlé de problème de l'éternité, de l'entraîneur, ce qui s'est passé hier. Ils donnent l'ordre exactement. Ils donnent l'ordre dans ce pays. Ils ont géré ce pays. Il a été premier ministre. Il a été président du Parlement. Il a été parti extra-parlementaire. Aujourd'hui, parti parlementaire. Qui gère vraiment ce pays? Et quel est le problème du pays? Bien, on a compris, Gévagos. Merci. Non, je voulais dire à notre interlocuteur de se calmer. Oui, j'ai fait la prison. J'ai fait 60 jours à la prison de Kara. Mais la justice togolaise et ceux qui nous gouvernent savent parfaitement que l'accusation fantaisiste qu'on a portée contre moi a échoué en France. On ne juge pas la même affaire deux fois. On l'a jugé en France. Je suis sorti blanc comme neige. C'est la même chose pour laquelle on est venu me chercher. Donc on m'a attrapé à la frontière pour m'emmener, du moins, me menotter à la prison de Kara. J'ai fait 60 jours de prison gratuitement. Je n'ai pas commis un délit ni un crime. Et la sanction de toute façon donc de la justice togolaise, c'est que le délit reproché à l'ancien premier ministre relève du domaine de l'impossible. Ordonne du domaine de l'impossible. Ordonne sa libération immédiate et condamne l'État à ses dépenses. Je signale à ceux qui nous écoutent que jusqu'à ce jour, l'État n'a pas encore payé, du moins les frais que j'ai engagés pour ma défense. 2. J'étais chez moi sans avoir brûlé le marché de Lomé, où du moins j'ai exercé mes premiers armes parce qu'en travaillant à la Sonacom, on vendait du riz, du sucre, du lait. Mes clients se trouvaient au grand marché. Le capitaine Akako est venu défoncer 4 portes sur moi. 40 jours de prison là. Donc, j'ai connu la prison 100 jours sans avoir commis de trucs. Mais je crois quand même que... Est-ce que c'est pas du passé? Non, une seconde, c'est pas du passé. C'est lui qui le dit. Si on doit envoyer des gens en prison, ceux qui ont détourné l'argent public là, affectés à des projets qui sont en liberté, ils doivent aller en prison. Et donc, je pense quand même que quand on veut parler, il faut parler de deux. J'ai assumé des responsabilités. J'ai pas honte de dire ici, hein, que tout ce que vous avez dit là, j'ai assumé des responsabilités, mais j'ai fait des réalisations. Stade Kégé, c'est moi. Le Butodra, c'est moi. Le parc de véhicules d'occasion du Mont international, c'est moi. La direction du port autonome de Lomé, c'est moi. La nouvelle présidente, c'est moi. Le Parlement, c'est moi. Vous voulez que je continue?
Non, mais est-ce que ce n'est pas du passé, ça? Mais, non, ça dit qu'il parle, je connais les problèmes de ce pays. Mais en fait, ce qu'il veut savoir, il dit, qui dirige ce pays? Qui dirige ce pays? Mais de toute façon, mais tout le monde, si vous posez la question, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Mais maintenant, si vous avez le pouvoir, et que vous laissez des bandes qui sont autour de vous, et qui détournent le pouvoir, il y a un seul responsable. Le général Gnassingbé nous a appris une seule chose, la responsabilité ne se partage pas. Vous avez effleuré un peu, il y a quelques minutes, le retour manqué au pays de Akla Essop Boko. L'ancien ministre devait rentrer au Togo fin mars dernier, il n'a pas pu. Comment avez-vous compris le scénario qui s'était joué à l'aéroport de Paris? D'abord, Boko a vécu 14 ans d'exil, et puis Boko, il a fait quoi? Boko voyait un danger venir et voulait que ceux avec qui il travaille prennent conscience de ce danger. Mais je crois qu'il n'a pas été compris. Boko a fui ou a quitté le pays dans des conditions rocambolesques que vous connaissez. Pour autant, le danger qu'il dénonçait, le danger de tout homme était au rendez-vous. 14 ans. 14 ans. Moi, je n'en ai fait que 3. Mais de manière douloureuse. Parce que pendant ces 3 années, j'ai perdu mon père, ma mère et mon frère cadet avec impossibilité de revenir les enterrer. Boko devait rentrer chez lui. On lui a envoyé des émissaires. Je dis, on ne peut pas empêcher un Togolais de rentrer. Qui négocie que Boko rentre et trouve sa place. Boko veut être candidat, il a 4 candidats. Boko pense que 14 ans d'exil, qu'il va revenir, et puis je crois que un de nos compatriotes là, que j'aime beaucoup, Dani, qui a assumé sa sécurité, enfin sa communication, on nous demande d'aller à l'aéroport. Je crois quand même qu'il y a eu quelques problèmes de communication. Pour autant, la question demeure que Boko ne doit pas être contraint de rester en exil en ce moment alors qu'il a exprimé son désir de rentrer. Au-delà de Boko, il y a d'autres Togolais également qui sont à l'extérieur du pays. Or, on sait que l'une des questions posées à notre gouvernement ou à l'actuel régime depuis 2005, c'est la question de la réconciliation nationale. Ce faisant, est-ce que cette question n'est pas entamée, n'est pas mise en difficulté? Oui, c'est-à-dire que le fait de laisser Boko là-bas, les parents de Boko qui l'attendaient et tout ça, bon, ils se disent que ce n'est pas bon. Même ceux qui soutiennent le régime et qui pensent que, bon, Boko peut revenir. Je crois qu'il est de Chichao, c'est ça? Oui, il peut revenir. Tous ceux qui sont de Chichao, aujourd'hui, tout le monde dans le pays se dit, mais c'est pas normal, même s'il ne peut pas l'exprimer ouvertement, Boko peut rentrer. Mais bon, là où je ne suis pas trop d'accord aussi avec lui, si tu veux rentrer, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi d'abord. Une fois que tu es dans ta case, tu peux dire, ah, ce pays-là, après avoir écouté les gens, est-ce que j'ai une chance? Et tu l'exprimes. Mais comme tu l'exprimes déjà de dehors, bon, ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas avoir beaucoup de candidats contre eux, beaucoup d'adversaires, se disent, lui, on va le bloquer, au moins ça fait un de moins. Et puis surtout, du moins, ils partagent la même région ethnique que le chef de l'État ou ceux qui sont au pouvoir. Il va venir diviser les voix de toute façon dans le septentrion. Ce n'est pas une bonne chose. Donc il ne faut pas qu'il rentre. Et puis, comme il est militaire également au niveau de l'armée, bah, il va créer donc des fractures qui peuvent, en tout cas, conduire au moment où, du moins, si on voulait que la main soit ferme et puis parlant d'une même voix, qu'il va avoir des voix dissonantes. Je crois que donc, mais tous ces calculs ne doivent pas, de toute façon, obliger Boko à être dehors. C'est son droit de retrouver, du moins, son sol natal, dès lors que donc il n'y a pas une affaire, il n'y a pas une poursuite, du moins, mais exprimée ouvertement contre lui, d'après ce que j'ai écouté de la part de ses avocats. On évoque Boko qui n'est pas rentré, mais il y a d'autres Togolais qui, eux, sont dans le pays, mais qui sont en prison. Il y a Faure Gnassingbé, par exemple, qui est en prison. Il y a Foli Sativi qui est en prison, mais il y a quelqu'un qui a eu cette chance cette semaine de sortie, c'est Asiba Johnson. Lui, il est sorti de prison par ces temps difficiles, ces temps de canicule. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Non, c'est-à-dire qu'il est sorti de prison parce que j'aurais appris qu'il a épuisé. Il a épuisé le délai de sa condamnation. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, même pour ceux qui ont la chance même d'ouvrir, donc, de posséder un climatiseur et de l'ouvrir, et même du moins en étant sous le climatiseur, ils ont encore chaud. Et donc, Faure Gnassingbé
c'est un sujet de préoccupation pour nous tous. S'il y a une prière que nous formulons tous les jours, et il y a une requête que nous menons aussi parfois auprès du chef de l'État, c'est qu'il retrouve sa liberté. Parce que chez nous, en Chondibé, nos vies plairent. Non, elle a bolé qui avoir, elle a gava jolo. Bah, bon, mi ouelo les pia me ouelo. Nous, nous, prison pas. Non, en fait, il y a certains qui ne comprennent pas. Ils comprennent. Si tu n'as jamais fait la prison, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'au cours d'une émission, on disait que ceux qui ont la main facile là, de signer du moins ce qu'on n'a qu'à envoyer les gens en prison, ils n'ont qu'à aller faire une semaine. Quand ils sortiront, ils seront beaucoup plus humains. La prison, ce n'est pas un bon endroit. Nous allons parler de santé, puisqu'il nous reste encore 4 minutes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Je ne sais pas si vous soignez où à Bémékédiou. Soyez à l'homme comme tout le monde. Non, je vais vous donner le nom d'un médecin, Dr Aïvar. Donc, c'est le médecin de famille. Et puis, bon, j'ai aussi un médecin célèbre là, donc à la gare routière. Voilà. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'un des premiers objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'accès aux soins, malheureusement. Non, et puis, non, je vais ajouter. Moi, je parle de l'argent pour vous voir, pour, je ne sais pas, un mot de vente ou de céphalée, de tout on prend l'avion pour aller me faire soigner dans un hôpital américain. Où se soigner, c'est la problématique dans notre pays. Et on a constaté qu'au début de cette année, il y a des travaux qui sont lancés pour construire un hôpital de référence à Gonivé. Est-ce que c'est un bon début ou pas? Oui, je pense que, bon, tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui travaillent pour ce pays doivent se réjouir de ce projet. Mais les autres hôpitaux ou les autres centres de santé qui sont dans le pays, qui sont dans le dénuement, il faudrait du moins penser à cette structure-là. Bon, j'échange souvent avec le ministre de la Santé, hein, donc on parle de contractualisation. Donc partout où il a réalisé ce programme, il semble que les résultats sont satisfaisants. Je pense que bientôt, il sera à l'Assemblée nationale donc, pour présenter ce dossier. J'attends ce moment-là, mais je dis, nous devons nous réjouir dès lors qu'il y a un moyen supplémentaire qui viendra donc résoudre les problèmes de santé. Voilà. Comment ça va être géré, qu'il y avait des plateaux techniques et tout cela, je ne sais pas. Mais je crois savoir aussi du monde que cet hôpital-là sera donc lié donc, par une convention avec l'hôpital américain. Pour le Togo, est-ce que c'est une question de moyens ou de volonté? De ne pas avoir assez de structures sanitaires à Lomé d'abord et puis à l'intérieur du pays. Je rappelle que chez vous, à Tabligbo, l'hôpital de référence, et, en fait, je ne sais pas si c'est un hôpital, je ne sais pas si on doit lui donner si c'est un dispensaire. C'est un dispensaire ou une case de village. Non, oui, mais c'est moins que cela. Et donc, moi, j'assure donc les charges donc, de secrétaire exécutif du comité Oguzan. Donc, ce n'est pas seulement que la fête, mais il y a des problèmes dans d'affaires. Si, j'ai été voir, et nous avons négocié avec les usines donc, qui travaillent sur le territoire. Il y a une mobilisation de 400 millions. Ils ont prévu de démarrer les travaux en janvier. Bon, je vais aller donc, au village donc, ce week-end. Je verrai avec les responsables s'ils ont commencé ou pas. Mais est-il quand même que nous n'avons pas de structure sanitaire dans l'IOT. Et donc, je me suis rendu d'abord chez Watsem. Et je leur disais, c'est la deuxième fois que je mets pied dans leur usine. La première fois, j'étais avec le général Yadema, quand il a appuyé sur le bouton qui a fait tourner donc en tout cas, qui a fait redémarrer donc l'usine. La deuxième fois, je viens faire une requête pour ce dispensaire donc, que nous voulons donc, comment je dirais, renouveler, réhabiliter. Donc, ils ont marqué leur accord qu'il faut que j'aille voir les gens de SCAN aussi. Si ils sont d'accord également, ils peuvent mutualiser leurs efforts et mobiliser les 400 millions pour en tout cas, son redressement. Vous y croyez? Non, j'y crois. C'est qu'au niveau local, j'y crois. Et c'est pour cela que, bon, ça m'a fait mal que l'objectif, parce que dès lors que Maître Abouibo n'était pas candidat, donc sur le terrain de toute façon est ouvert, mais je ne savais pas que de toute façon uni, de toute façon avait plusieurs trous dans son sac. Pour ce qui concerne les législatives passées, vous voulez revenir sur ces résultats? Non, naturellement, de toute façon, nous étions partis pour avoir du moins les 3 sièges. Et les premiers rapports qui venaient de toute façon au niveau de la gendarmerie, ici, la première semaine, c'était ça. Mais je dis, c'est sans compter avec Uni qui avait du moins d'autres tours dans son sac.
Mais pourtant, les gens disent que vous avez de très bons rapports avec UNI. Mais vous savez, nous sommes tous des Togolais. J'ai de très bons rapports avec UNI. En français, facile, ça veut dire quoi? Mais tous ceux qui sont là, je les connais. Et donc, quand on est de moins dans la rue, on peut plus saluer, on ne peut pas discuter. Mais Chirac et Roca, là, de toute façon, ils mangeaient la tête de vous ensemble. Hein. Pour autant, il y a un qui est au Parti Socialiste et l'autre qui est du monde. Ouais, quel pays vous voulez de moins laisser à nos enfants demain? Qu'il y a un mur de Berlin qui sépare le pays? Si Fonia Singbe fait quelque chose qui n'est pas bien, de toute façon, je suis en capacité de le dire. Ce n'est pas tout ce que nous disons dans ce milieu-là que vous entendez. Bien, vous avez dit beaucoup de choses. Nous, on a pris note. L'émission, elle va s'achever, mais je vais vous donner quelques secondes pour la conclure. Je prie pour le Togo. Je m'agenouille pour le Togo. Ceux qui nous dirigent prendront une autre direction. S'ils n'y arrivent pas, je suis sûr que le Sauveur viendra. Amen. Le Sauveur viendra. En tout cas, nous sommes en avril et le 21, si le calendrier est bon. C'est le 21 pour la Pâque? Oui, le 21. Oui, le Sauveur viendra, où il va renaître. Cette émission, elle s'achève ainsi. Merci à Gbeme Kodjo, ancien Premier ministre, président du parti politique MPDD, d'être venu. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Fritas, merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierre Roatio. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Au revoir.